Bonjour chers téléspectateurs, SARS-CoV-2, tel est le vrai nom scientifique de cette pandémie qui décime beaucoup de gens dans le monde, et le vrai nom de coronavirus, le nom scientifique. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'université de Kinshasa, plus précisément à la faculté de médecine, pour échanger avec les responsables de cette faculté. Est-il important de continuer à porter des masques pendant cette lutte, pendant que nous voulons mettre fin à cette maladie? Quel est l'apport de la faculté? Parce que la faculté, comme l'université, a 3 missions. Dispenser ou enseigner les enseignements de qualité, faire des recherches de qualité à ses apprenants bien sûr, et aussi répondre ou rendre service à la population. Nous ne sommes pas partis dans d'autres facultés, nous sommes venus plus à la faculté de médecine parce que l'apport de prestataires de soins, de médecins, de scientifiques est très important en ces temps où notre pays est confronté face à ce virus qui tue beaucoup de gens. Alors nous sommes venus voir le doyen, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe, qui en plus il est aussi pneumologue. Cette pathologie, cette pandémie dérange aussi les poumons. Il est mieux, il connaît bien, c'est un scientifique qui a fait preuve plusieurs fois quand il y a des situations comme ça. C'est pourquoi nous sommes venus échanger avec lui par rapport à cette maladie. Comme nous venons de faire cette introduction, maintenant on est en face du doyen de la faculté de médecine, le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, avec qui nous allons échanger par rapport à l'actualité. Alors, monsieur le doyen, que peut-on retenir de ce virus qui fait l'actualité dans le monde et en République démocratique du Congo en particulier? Si vous avez une lecture, on peut savoir un peu c'est quoi ce virus. Le virus de la COVID-19, c'est ça, la pandémie telle que décrétée par l'OMS. Ce virus appartient à la famille de coronavirus. Il s'appelle, lui, particulièrement le SARS-CoV-2. C'est une caractérisation. Pourquoi? Parce que cette même famille a déjà été à l'origine des épidémies, notamment en 2002, l'épidémie du SARS, qui était le syndrome respiratoire aigu sévère, et le MERS syndrome, qui était aussi une atteinte à prédominance du système respiratoire au Moyen-Orient. Aujourd'hui, on a le COVID-19, qui est une maladie virale à coronavirus, partie de Wuhan en Chine depuis fin décembre 2019. Aujourd'hui, l'OMS déclare une pandémie parce que tous les continents sont pratiquement touchés. L'Afrique subsaharienne actuellement et aussi notre pays, la République démocratique du Congo, qui officiellement, aujourd'hui, dénombre 14 cas de sujets testés positifs pour le COVID-19. Alors, parlez-nous de la manifestation de ces virus dans notre organisme, la contamination si vous voulez. Oui, il est important de dire que, commençons par la contamination, ce virus se contamine surtout par l'inhalation de gouttelettes aériennes. Lorsqu'un sujet malade ou porteur du virus éternue, lorsqu'il tousse, lorsqu'il postillonne, lorsqu'il émet dans la nature, et il faudra que la personne qui réceptionne soit assez rapprochée d'au moins 1 mètre de cette personne qui émet le virus dans l'atmosphère. Lorsque les virus sont inhalés, c'est de cette manière-là qu'une personne en face, contact intime, peut être contaminée. Mais on sait aussi que la contamination peut se faire à partir des surfaces. Un sujet malade qui émet les mêmes sécrétions qui tombe sur une chaise, sur une table, sur une surface métallique, et après un certain temps, évidemment, lorsque la main passe par là, et que cette main, vous la portez au niveau de vos muqueuses, au niveau de la bouche, au niveau de conjonctive, au niveau du nez, vous êtes susceptible de pouvoir être infecté aussi. Quelles sont les manifestations, le tableau clinique de cette maladie virale? Malheureusement, cette maladie n'a pas de signes particuliers à elle. Vous risquez de vous dire que vous êtes devant un syndrome pseudo-grippal. Or, la grippe, nous savons qu'il y a
le mal de tête, il y a la fièvre, il y a parfois la toux, le rhume, etc. Et bien voilà que le coronavirus épouse totalement les mêmes manifestations sur le plan clinique. Le sujet qui en a fera de la fièvre dans la plupart des cas. Le sujet qui en souffre va tousser dans la plupart des cas, éternuer, va avoir un rhume ou un mal de gorge. On a même signalé des manifestations digestives, notamment les nausées, vomissements et la diarrhée. Quoi de plus atypique comme tableau clinique? Mais maintenant, qu'est-ce qui nous aide à éventuellement nous orienter vers un diagnostic de ce genre? C'est là où interviennent des mesures d'interrogation. Nous avons en médecine ce que nous appelons l'anamnèse. Lorsque l'anamnèse, l'interrogatoire, nous met en présence d'un sujet qui a séjourné, on le disait au début, récemment, dans un pays où le virus sévit déjà. Mais aujourd'hui, chez nous au Congo, il est là, en toute réalité. Donc, une personne qui partirait du Congo devrait, elle aussi, bénéficier des mesures de mise en quarantaine si elle allait ailleurs. Donc, on interroge d'abord si la personne n'a pas été dans un pays où, au début, donc, comme au mois de décembre, la Chine, Yuan, aujourd'hui l'Italie, la France, la Belgique, donc l'Union européenne, les États-Unis. Donc, toute personne qui a voyagé récemment dans ces pays-là est une personne à risque. Mais plus loin, c'est pour ça que la définition du risque des cas varie au fil du temps. Maintenant, toute personne qui aura été en contact avec un malade, un sujet positif du coronavirus, toutes ces personnes-là peuvent dispenser la maladie autour d'elles. C'est là qu'interviennent les mesures importantes, qui sont d'abord celles de limiter le plus possible la transmission du virus par l'hygiène corporelle. Je vous ai dit que les mains pouvaient être une cause de contamination. Voilà pourquoi les mesures d'hygiène, laver les mains régulièrement à l'eau et savon ou utiliser les solutions hydroalcooliques est important. Vous vous rappelez, nous avons parlé de la main qui passe sur une surface contaminée et que tout le monde a l'habitude souvent de toucher le nez, de toucher la bouche, etc. Ça peut être un fait de contamination. Pourquoi on nous dit éviter de serrer les mains tout le temps, éviter de s'embrasser, éviter les grandes agglomérations de population? C'est pour respecter les mesures de distanciation, au moins 1 mètre, etc. C'est pour ça que le chef de l'État, certainement de manière responsable, a pris la décision de fermer les endroits des plus grandes agglomérations. Vous voyez que l'Italie est même passée à des mesures beaucoup plus sévères encore, en confinant les gens régulièrement chez eux et des déplacements qui ne peuvent être que des déplacements indispensables. Nous risquons d'y arriver si nous ne prenons pas tous la mesure importante d'observer les mesures de confinement à domicile d'abord, les mesures de rapporter auprès du personnel soignant tout cas suspect, parce qu'on ne doit pas avoir peur lorsque on se retrouve dans cette définition de cas qui évolue avec l'épidémie, de devoir se présenter dans les structures médicales adéquates. Oui, professeur, là je reviens un peu, vous avez cité la bouche, le nez, et puis les yeux, si la main passe par là, c'est presque les orifices que nous on vit avec. Mais là, on ne parle pas vraiment des oreilles. Là, ça ne passe pas par là, le virus. Les oreilles, il y a déjà le pavillon de l'oreille, mais je pense que dans le geste habituel, on a tendance à toucher plus facilement la face que l'oreille. On touchera l'oreille lorsque celle-ci... Ça passe aussi par là. Mais il y a une muqueuse au niveau du conduit auditif. Il y a le conduit auditif externe, le conduit de l'oreille. Si par hasard le virus passait par là, il y a éventuellement des personnes qui ont l'habitude de s'embrasser par cette voie-là. Imaginez que l'on vous envoie un éternuement ou les réjections de la toux au niveau de l'oreille, l'oreille peut constituer en ce moment-là une porte d'entrée parce qu'il y a une muqueuse au niveau du conduit auditif externe et interne. Donc, il n'y a pas forcément de barrière naturelle à ce niveau-là. Alors, professeur, vous êtes pneumologue, vous êtes spécialiste en matière. Et parmi les signes cliniques, souvent, on revient surtout le patient, le malade, c'est plein plus pour la respiration. Est-ce que vous avez essayé un peu de réfléchir comment on peut se protéger, quel comportement nous pouvons trouver là-dessus
Ou quelles sont les analyses personnelles que vous avez faites par rapport à ceci? On sait aujourd'hui que cette épidémie, parmi les complications les plus létales, celles qui entraînent la mort, il y a l'atteinte pulmonaire, la pneumonie. Prenons l'exemple tout bêtement de la tuberculose. La tuberculose se contracte par voie de contact, par la voie aérienne, en libérant dans les gouttelettes de fluge, c'est comme cela qu'on les appelle, le bacille de Koch. Il est inhalé par la voie respiratoire et peut dépasser toutes les barrières naturelles qui nous permettent de nous défendre contre les maladies du système respiratoire. Le système respiratoire constitue avec ses 60 à 70 mètres carrés de surface, je parle là des poumons, si les alvéoles étaient étalées les unes aux côtés des autres, un des plus grands interfaces qui est exposé au milieu extérieur, entre le milieu intérieur et le milieu extérieur, entre tout ce que nous pouvons inhaler de l'environnement. Donc le système respiratoire est peut-être particulièrement touché, surtout par tous les germes qui pénètrent par la voie d'inhalation, par la voie aérienne. Et la pneumonie a constitué, dans toutes les études jusqu'à présent, une des premières causes d'admission en soins intensifs est réellement une des premières causes de... Mais on sait que ce virus a à sa surface, ceci les scientifiques le disent et n'a pas d'importance particulière épidémiologique, a des protéines à son enveloppe qui sont des protéines qui se fixent sur des récepteurs qui sont très abondants au niveau du système respiratoire. Les mêmes récepteurs peuvent être retrouvés au niveau du système digestif. C'est ainsi que les analyses de sel dans certains pays ont pu montrer aussi la présence du coronavirus. L'hygiène doit concerner également l'hygiène des surfaces, l'hygiène des latrines, des toilettes. Tout ça, l'épidémie doit pouvoir servir à nous permettre de renforcer notre système d'hygiène, l'hygiène personnelle, mais aussi l'hygiène environnementale. Alors, professeur, comme nous le savons bien, l'université, dans sa mission, a aussi plusieurs tâches à concrétiser, c'est-à-dire l'enseignement de qualité, la recherche de qualité, mais aussi des services à rendre à la population. Quel est l'apport de la faculté ou de l'université à ce temps où le pays est en train de déployer plusieurs efforts pour lutter contre ces virus? L'effort de l'université s'inscrit essentiellement dans la communication. Ce que nous sommes en train de faire avec vous, c'est d'apporter un message de scientifique, un message de vérité pour lutter contre les contre-vérités qui sont dispensées absolument et à longueur de journée, notamment dans les réseaux sociaux, qui peuvent empoisonner complètement l'atmosphère des uns et des autres. L'université, son rôle, c'est aussi de réfléchir et de proposer aux décideurs quels sont les moyens les plus importants pour permettre le mieux possible de protéger toute notre population. C'est le rôle des épidémiologistes. Et nous avons une école de santé publique qui prête main forte au gouvernement dans ce sens. C'est le rôle du ministère de la Santé, c'est le rôle du département d'hygiène et de tout médecin, des étudiants. Nous avons initié quelques conférences à travers des cercles d'étudiants, etc. Mais maintenant, nous devons tous comprendre qu'à cette étape où nous avons des transmissions locales et l'interdiction de grands rassemblements nous interdisent absolument d'organiser des réunions avec un très grand nombre. N'empêche que, précaution prise, nous devons continuer avec vous, les hommes de la presse, à dispenser auprès de la population, des mesures qui peuvent surtout concourir à modifier un tant soit peu le comportement. Le comportement de la masse qui, aujourd'hui, peut être le plus grand amplificateur de la transmission de cette infection. L'université s'inscrit là-dedans et, avec les données recueillies régulièrement, nous permettrons bien sûr de nous prémunir contre certaines invasions. Regardez, le pays a aujourd'hui 9-10 épisodes de maladies à virus Ebola. Mais c'est aussi la réflexion locale des universitaires, des acteurs de santé qui nous permet à l'heure actuelle, en tenant compte absolument de l'implication de la communauté, qui reste une mesure, à mon avis, la plus importante. L'implication de la communauté nous permet, touchons du bois, en ce moment de dire que nous sommes en train d'atterrir avec cette épidémie à virus Ebola. Je voudrais ici ajouter
l'épidémie, la transmission de la maladie à virus Ebola est même un petit peu plus lente et plus difficile que la transmission de ce coronavirus qui se transmet par la voie aérienne, contact, parole, etc. Franchement, la transmission est beaucoup plus rapide, avec un petit avantage lié à celui-là, que jusqu'aujourd'hui, les études venues d'ailleurs, et parce que chez nous, nous n'avons pas atteint ce nombre critique comme en Italie aujourd'hui de plus de 3000 morts, les études montrent qu'il y a quand même 80% de la population atteinte de cette maladie qui présente une forme bénigne, une forme frustre. Nous le disons pour ne pas créer d'emblée une psychose de croire. Parce que la psychose, ce serait une personne qui présente des symptômes et là, tout à fait peur de se présenter même chez le médecin. On a peur de la stigmatisation. Or, ici, il n'en va pas de la stigmatisation. 80% ont une forme frustre, mais ces 80% sont des porteurs qui peuvent transmettre la maladie. C'est là où des mesures aussi simples que lorsque vous toussez dans un mouchoir en papier, mais ne pas le jeter partout. Vous aurez sur votre dos le gouverneur de la ville qui veut un kinbopeto. Le jeter dans un endroit propre, mais après, dans une poubelle, voulais-je dire. Mais là, immédiatement, se laver les mains. Ou alors vous toussez à votre pli de coude. Pourquoi ? Parce qu'on pense tout simplement qu'on n'a pas l'habitude de toucher tout le temps son propre coude et de contaminer les autres muqueuses que nous avons évoquées. Les mesures ont l'air d'être anodines, mais elles sont importantes lorsqu'appliquées avec rigueur et peuvent nous permettre de contenir cette épidémie. Que pensez-vous de ceux qui se protègent avec des masques pour se balader avec et éviter quand même qu'il n'y ait pas... Parce que vous dites bien que les microbes circulent aussi par l'air. Je dois dire que ce microbe circule dans l'air, mais je dois vous avouer que tous les scientifiques sont d'accord pour le dire, qu'il ne résiste pas longtemps à l'air, à des températures de chaleur, etc. On n'a pas dit que c'était impossible parce que nous sommes en zone hyper tropicale de ne pas avoir le coronavirus. La nature est en train de nous prouver tout à fait le contraire. Mais ceux qui disent que le microbe n'est pas là, ça, c'est une fausse idée qu'il faut complètement détruire et attaquer avec une virulence particulière. Le microbe est bel et bien là, même s'il ne persiste pas longtemps dans l'air, mais on peut le contracter. D'après vous, qu'est-ce qui justifie qu'au niveau de l'Occident, cette maladie a pris l'autre ampleur par rapport au niveau de l'Afrique subsaharienne? Les premiers cas que nous avons eus, là, les épidémiologistes le savent, sont des cas d'importation. Parce que avant le premier cas venu de France, qui est le cas index dans notre pays, mais qui a été détecté, disons-le, quand même assez rapidement, on aurait pu le faire encore beaucoup mieux. Nous étions quand même suffisamment informés que cette épidémie a quitté la Chine, a voyagé et est arrivée en Europe. Mais comment pensez-vous qu'elle l'ait faite? Elle ne l'a pas fait à pied, elle l'a fait justement par les moyens de transport et surtout les moyens aériens. Si les Européens y sont arrivés, ne croyez pas que l'incrédulité vis-à-vis des mesures de confinement, par exemple, ne nous appartient qu'à nous, Congolais. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de gens qui directement n'ont pas cru en la facilité de la transmission de cette maladie, qui ont cru que c'était une affaire de Chine localisée carrément à Wuhan. Mais la Chine a montré comment, en tant qu'État, elle s'est mobilisée, construire un hôpital pour prendre en charge et mettre toute la région de Wuhan était en quarantaine, carrément, pour empêcher la diffusion excessive. D'où les mesures d'empêcher les voyages, les vols aériens en particulier, de contrôler particulièrement aux frontières. Parce que jusqu'aujourd'hui, à ma connaissance, nous n'avons des cas qu'à Kinshasa. Je souligne à ma connaissance. Ceci doit nous permettre de redoubler de vigilance vis-à-vis d'autres provinces, les points d'entrée, les aéroports, les ports, les frontières routières, etc. Qu'il y ait un contrôle sérieux, un contrôle responsable, notamment par les caméras thermo qui peuvent détecter la température à distance, et que les gens, que la population comprenne qu'il n'y a pas une situation de stigmatisation, qu'il y a quand même 80% de malades qui présentent une forme bénigne. Et il y a un petit pourcentage essentiellement fait
de personnes âgées, même si les derniers cas de létalité nous montrent que personne n'est épargné. On n'a pas encore vraiment les enfants en bas âge, mais on a aujourd'hui en Europe, par exemple, des personnes de 30, 40 ans qui meurent aussi. Mais plus à risque sont aussi les personnes qui associent plusieurs maladies. En médecine, nous appelons cela les comorbidités. Une personne qui aurait une hypertension artérielle de longue date, qui aurait une maladie cardiaque, qui aurait une insuffisance rénale de longue date, le diabète sucré, qui sont déjà des maladies qui diminuent en elles-mêmes la résistance que nous appelons l'immunité. Toutes ces personnes-là, pour ces raisons-là, lorsqu'elles attrapent en plus une maladie infectieuse virale, elles sont plus à risque de développer un peu plus rapidement un tableau sévère. Ce sont là des choses connues, absolument, mais qui doivent encore nous pousser à renforcer globalement les mesures d'hygiène individuelle et évidemment celles d'hygiène collective et de l'environnement. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour ceux-là qui sont en quarantaine pour la prise en charge médicale? Eh bien, ceux qui sont en quarantaine, vous m'avez demandé ce qu'était la place de l'expertise médicale. Ils ne sont pas là abandonnés à eux-mêmes. En fonction de la sévérité des cas, ceux qui présentent des problèmes de difficultés respiratoires ont une assistance respiratoire. Et ceux qui nécessitent une prise en charge parce qu'ils ont des manifestations, soit de baisse de la tension, parce qu'il y a de la diarrhée ou de la toux, on prend des mesures globales. Vous aviez parlé du masque et la psychose du masque. Je voudrais dire qu'ici, commencer à se balader dans la rue avec son masque, tout le monde à la cité, ceci n'a aucune sorte d'importance. Le plus important, c'est d'observer le confinement tel que l'a recommandé l'État, en gardant des sorties pour des causes évidentes, importantes, inévitables. Le masque est aujourd'hui indispensable et indiqué. Les preuves scientifiques sont là pour le malade ou la personne sérieusement suspecte qui vient à l'hôpital en attendant qu'elle soit testée ou pas. Le masque est également nécessaire pour ceux qui sont au premier front. Je voudrais ici saluer le personnel de santé qui souvent est exposé. Le premier, lorsqu'arrive une épidémie sans savoir de quoi il s'agit, parmi les personnes sacrifiées, nous avons l'exemple du jeune ophtalmologiste en Chine qui, à 30 ans, a été le premier à alerter le monde entier. On doit tirer le chapeau bas pour ces professionnels de santé qui s'exposent. Ceux qui sont là, dans les unités d'urgence, dans les unités de consultation des malades qui présentent des symptômes comme la fièvre et la toux, les deux surtout associés, les douleurs articulaires, etc., devraient, eux, se prémunir d'un masque. Ailleurs, dans les grandes surfaces, etc., dès lors que vous respectez la distanciation, par exemple 1 mètre, vous voyez aujourd'hui les personnes qui vont faire leurs achats, mais qui se tiennent à 1 mètre de distance au moins les unes des autres, ce sont déjà des mesures qui peuvent être efficaces. Ne développons pas la psychose de voir tout le monde dans la rue avec un masque. Mais si on nous empêche la promiscuité, nous arriverons certainement à demander, à réguler aussi les transports en commun. Est-ce que vous voyez comment ça se passe dans notre pays? Un bus qui a de la place pour 30 transporte éventuellement 150 personnes. Mais si on y prend garde et qu'il y ait de l'infection, souvenons-nous du fait que la transmission de ce virus est très facile, vraiment très facile. En n'oubliant pas que nous disposons quand même d'une certaine manière d'une immunité naturelle qui, lorsqu'elle n'est pas affectée par l'une ou l'autre cause, peut nous permettre tout de même de nous défendre. Mais les mesures d'hygiène individuelle, et je souligne, et collective, c'est la première ligne de barrières qui peuvent nous aider à nous protéger. Monsieur le doyen, vous avez suivi sûrement avec attention le message du chef de l'État. Quelle lecture faites-vous de ces messages? Je pense que c'est un discours totalement responsable de lutter, de mettre des barrières pour essayer de bloquer davantage la transmission, la propagation de ce virus. Je pense que le chef de l'État a agi totalement responsable et il s'est certainement entouré en cela de l'avis de l'expertise locale, mais aussi de l'expertise internationale, parce que nous n'avons absolument rien inventé. Nous regardons tous, le monde est aujourd'hui un grand village avec les images, les médias. Nous avons vu qu'est-ce que d'autres pays avant nous ont pu faire pour essayer de s'en sortir. La Chine, aujourd'hui, s'en est sortie
et vole au secours du monde entier pour. Nous avons à copier éventuellement dans la mesure de nos moyens en essayant de nous approprier la lutte. La chose la plus importante est que nous, population, ce n'est pas l'affaire du seul gouvernement ni du seul chef de l'État, mais que nous puissions tous nous approprier la lutte pour mettre la population en sécurité la plus grande possible. Doyen, nous sommes presque à la fin. Un message aux autorités qui vous suivent en ce moment, aux prestataires des soins et surtout à la population. Je pense que le message le plus important est celui à apporter à la population, à laquelle nous devons expliquer qu'il n'y a pas lieu de développer une psychose excessive. En temps de psychose excessive et de panique, qu'est-ce qu'on peut faire? On perd le contrôle de tout. Les mesures d'hygiène simples sont des mesures importantes. Le professeur Muyembe nous raconte régulièrement que quand il est allé à Ebola pour la première fois, en 1965 à Kikwit, jeune médecin, on ne connaissait même pas l'agent étiologique d'une fièvre avec des hémorragies qui a tué plusieurs personnes. Tout ce qui a pu le sauver, il s'en souvient, en faisant un petit peu de recul, c'était laver les mains à l'eau et au savon. Ça a l'air d'être anodin, mais c'est d'une importance capitale. Et nous avons vu pourquoi le lavage de mains. Que la population soit disciplinée, dans le sens de respecter ce qu'on nous demande de respecter aujourd'hui. Éviter le plus possible les grands attroupements, plus de 20 personnes. Ça, c'est dans les églises, ça, c'est dans les marchés, ça, c'est dans les écoles et les universités. Respectons cela. Si on devait être amené à nous dire confinement plus important encore à nos domiciles, la France a instauré une taxe aujourd'hui. Vous voyez que ce n'est pas facile de faire accepter les mesures à tous. Mais vous, hommes des médias et nous-mêmes, c'est le moment de jouer sur le changement de mentalité et de comportement. Le comportement de la population. Nous devons adopter ces mesures pédagogiques le plus possible. Si chacun l'adopte dans sa famille, je pense qu'on aura déjà touché un plus grand nombre et que la population s'implique dans cette lutte. Le gouvernement, son rôle, c'est de pourvoir les moyens à toute l'expertise dont il dispose afin qu'ensemble, nous puissions lutter contre cet ennemi qui est quand même beaucoup plus dramatique que les armes, etc. Et aux prestataires, aux collègues qui sont sur le terrain? Nos collègues qui sont sur le terrain, c'est déjà des personnes qui ont un dévouement et une abnégation extraordinaire. Nous rappelons régulièrement que nous-mêmes aussi, ce n'est pas parce qu'on est médecin qu'on est mieux protégé que les autres, nous devons être attentifs à toutes ces mesures. Être attentif, c'est de devoir détecter assez rapidement par les premiers symptômes, en regardant les définitions de cas, la personne qui peut être suspecte et qui peut être mise directement dans un circuit de dépistage si confirmation de prise en charge thérapeutique. C'est vrai qu'il n'y a pas encore de panacée miracle en termes de traitement spécifique contre cette maladie. Mais des autres, nous avons appris qu'il y a des essais thérapeutiques qui semblent être concluants. Nous travaillons dans ce sens pour que notre État prédispose également pour les cas sévères qui nécessitent cette prise en charge, que des structures soient aménagées. Elles sont en train de l'être à une vitesse V'. Je vous parle de ce que je sais. Et nous avons proposé des algorithmes décisionnels et de traitement pour faire face éventuellement à des cas graves qui pourraient nous arriver. Merci, Monsieur le Doyen, pour tout ce que vous venez de nous dire. Mais nous passons aussi à celles qui ne maîtrisent pas la langue de Voltaire pour que le Doyen puisse faire aussi juste le résumé de tout ce qu'on a dit tout au long de cette émission en Lingala. Bandeko, mesure mokonzi ya mboka otikoloba kokanga ba église, ba école, ba université eza na importance monene. Po maladie oyo ya COVID-19 ezali sikoyo na mboka na biso. Mais il faut biso nyonso tondi manano likambo yango, to s'approprier likambo yango pona kobunda contre maladie oyo ya coronavirus. Ezali kozwama soki moto aza na maladie akosoli par exemple, leur aza kobimisa mwa ba gouttelette muke ya crachat, soki ozali pembeni na ye, ozali à moins d'1 mètre éventuellement, okoki kozwa risque ya komela pe ba petit microbe wana. Voilà pourquoi
tozali insister ceux qui motoza na kosu par exemple que alingi kokosola azui papier mouchoir akosoli na papier mouchoir abwaki yango na panier moko place ezali ya poubelle osokoli maboko tozali insister lisusu pona hygiène ya kosokolaka maboko pona nini po moto azali kokosola omoni soki akangi monokote na papier ndenge tolobi bagoutlette wana ekoki kokoya na mesa ekoki kokoya na mbeto na bilamba c'est vrai que micro bango libanda azali ko résister penza makasi te na moi mais akoki vanda quelques heures na heure wana yo olekisi loboko obandi kosimba munoko kosimba zolo kosimba miso microbe ekoki kokotela pe na niveau wana yango elakisi importance ya kosokola maboko eza na importance makasi bandeko kosokola maboko yango na savon solution ya hydroalcoolique soki ezali malamu mais déjà kosokola maboko na savon ezali likambo monene ya kosala to éviter ndenge bayebisi biso mikolo oyo kosangana bato ebele kobanda koyemba alleluya tosambela mikolo nzambe na bandako nzambe azali na esika nyonso akoyokela biso na classe bakangi classe ezali signe ya malamu tali makambo eleki na Italie ekomi makasi boye po bato babandaki pe kondima te likambo ezali classe banini continuaki marché tout comme maladie ezaka pona bato mosusu mais na Chine lelo basilisi yango ndenge nini mboka oyo ebandelaki bato bavandaki bazala ko voyager lisusu te chef de l'état alobi voyage ya poto tout ça mikolo ezate mais na frontière na biso po lelo maladie ezali na Kinshasa eza na place mosusu te à ma connaissance yango ministère ya santé a renforcé contrôle na frontière ce qui est comme nécessaire que bakanga pe frontière ya mboka tozala sûr que bakonzi ya mboka na conseil ya expert ya mboka bakoyebisa bango po mesure wana ezwama mais biso nyonso tondima ke likambo ezali mais za likambo ya kondima to s'approprier yango biso moko po bitumba etali mutu moko te etali famille moko te ezali likambo ya mboka mobimba. Merci pour l'attention que vous avez accordée à cette émission. Dans l'espoir aussi de vous retrouver prochainement. Puisque les autorités nous ont interdit de nous regrouper en 20 personnes, même en plus de rester un peu, de garder la distance, nous avons cette mission, nous, le média, de vous apporter des informations partout où vous vous retrouvez, dans vos salons, dans n'importe quel lieu, pour vous informer par rapport à cette maladie. Nous tenons à vous signaler que nous devons prendre cette pandémie au sérieux parce que ça tue beaucoup de gens d'une manière silencieuse. Et nous craignons vraiment la contamination, surtout dans la ville de Kinshasa, dans la manière où nous vivons. Et si vous avez aimé cette émission, nous disons merci à Serge Makazola, à Josué Amissi, à Gabi Kabala et à tous ceux qui nous ont facilité pour réaliser ces numéros. Dans l'espoir de vous retrouver demain pour un autre numéro. Restez branchés à la télévision nationale congolaise et à la prochaine.